Le magazine Spirale est fier de contribuer à la diffusion de la recherche en commanditant cette émission. Cette semaine, nous explorons la thématique de la laïcité en compagnie de Micheline Milot. Micheline Milot est professeure de sociologie à l'Université du Québec à Montréal, spécialiste de la sociologie des religions. Exactement. C'est de l'athéisme généralisé, mais c'est Elle sera avec nous pour parler de son dernier livre, Laïcité sans frontières, publié aux éditions du Seuil. OK, c'est bon? Prêt? Madame Milot, vous n'en êtes pas à votre premier livre sur la laïcité. Comment apparaît la laïcité? En fait, la laïcité, ce n'est pas un tout indivisible. La laïcité, c'est un ensemble de principes qui constituent cet aménagement politique qu'est la laïcité. Alors, pour les nommer rapidement, c'est dans l'histoire, à partir du 17e siècle, les penseurs, notamment les philosophes, ont commencé à réfléchir à savoir comment vivre ensemble en paix, sans s'entretuer parce que nous n'avons pas la même religion. La laïcité n'a jamais été recherchée pour elle-même. Ce qui a d'abord été recherché, pensé tout au moins, c'est comment assurer la liberté de conscience à des individus dans une société qui ne croient pas de la même façon et comment les traiter en toute égalité, c'est-à-dire en ne discriminant pas un citoyen parce qu'il n'est pas de la religion majoritaire. Donc, dans l'histoire, on peut penser à Locke, même à Voltaire, à Hume, qui ont réfléchi sur ces finalités qui seront à la base de l'idée laïque, mais qui sont d'abord des finalités pour que des citoyens puissent vivre ensemble de façon harmonieuse et pacifique en ne partageant pas les mêmes convictions. Mais pour que cela puisse se réaliser, on a d'abord réfléchi à la neutralité de l'État. Il ne faut pas que l'État favorise ou défavorise une religion d'une façon ou d'une autre, que ce soit pour des droits civiques, les droits politiques, le droit de posséder une terre. Pour que l'État puisse assurer cette égalité entre les citoyens, il faut qu'il soit neutre, c'est-à-dire non pas qu'il n'ait aucune valeur, mais qu'une de ses valeurs fondamentales soit de ne discriminer aucune religion et de savoir les traiter avec égalité. Dans votre livre, vous faites la distinction entre deux concepts. La sécularisation et d'un autre côté, la laïcisation. Quelle est la différence entre les deux? Cette différence-là, je dirais d'entrée de jeu qu'elle est extrêmement importante. Il y a énormément de confusion sur ces deux aspects qui ne concernent pas les mêmes domaines de la vie sociale et politique. La sécularisation concerne la vie sociale et culturelle. Dans une société sécularisée, les individus vont se sentir libres d'avoir un rapport de proximité ou de distance par rapport aux normes religieuses, que ce soit celles de la religion majoritaire ou des religions minoritaires. Alors, c'est une sortie des sociétés religieuses. On parlait autrefois de société de chrétienté, c'est-à-dire non pas nécessairement que le christianisme, dans sa version catholique ou protestante, était au pouvoir, assurait le pouvoir, mais avait une influence extrêmement importante sur les normes morales, sur les habitus culturels des individus, donc normait beaucoup les individus, à la limite indépendamment de ce que l'État souhaitait ou non de ses citoyens. Alors, une société non sécularisée, c'est une société dans laquelle les individus se conforment davantage et collectivement à des normes religieuses. La laïcisation, c'est un processus qui concerne l'État. La laïcité, c'est un concept politique. C'est un mode d'aménagement des institutions juridiques, les institutions et de l'éducation, donc qui relèvent de l'État, et qui ne se définissent plus en fonction d'une norme religieuse particulière. Donc, vous pouvez avoir des sociétés qui sont très laïcisées au niveau étatique,
mais peu sécularisé au niveau sociétal. Un exemple, les États-Unis ou la Turquie. À l'inverse, vous avez eu des sociétés dans l'histoire qui se sont laïcisées assez tôt d'un point de vue politique, c'est-à-dire l'État n'était pas lié à une religion en particulier. Ce fut le cas assez rapidement au Canada. Les États-Unis et la Turquie, des sociétés laïques, mais des sociétés non sécularisées, alors que l'État est laïque. Et il y a des sociétés très sécularisées, comme par exemple la Grande-Bretagne, la Belgique, dans lesquelles il y a quand même par exemple en Angleterre, l'anglicanisme est la religion d'État, c'est-à-dire le chef de l'Église anglicane, c'est la reine. Alors bien sûr, ensuite, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas laïcisée dans son fonctionnement, cette administration gouvernementale, mais les cas de figure sont très diversifiés. Donc, dans le fond, la laïcisation, ça concerne les institutions et les espaces publics, tandis que la sécularisation, ça concerne les mœurs. Est-ce que des personnes, en tant que telles, peuvent être laïques? Les personnes ne sont pas laïques, la société n'est pas laïque. Autrement dit, la laïcité, ce n'est pas un art de vivre. La laïcité, c'est une façon d'aménager le politique. Les individus ne sont pas laïques. La société n'est pas laïque. La société est plus ou moins sécularisée. La sécularisation tombe dans l'art de vivre, alors que les individus ne sont pas laïques. Un individu qui entre dans une institution laïque, lui, il n'est pas laïque. Madame Milot, on entend beaucoup dire qu'un régime effectivement laïque est un régime qui confine la religion dans la sphère privée et qui l'élimine et qui l'efface totalement des espaces publics. Est-ce que c'est une bonne vision de la laïcité? D'entrée de jeu, non. Surtout si on considère que l'espace privé, c'est l'espace de la résidence ou le fort intérieur de l'individu. Les grandes avancées historiques et politiques de la modernité qui ont conféré les droits et des libertés de conscience aux individus, le but n'était pas de confiner dans le fort intérieur ou dans la résidence intime de l'individu ses convictions. La séparation est moins entre la sphère publique et la sphère privée qu'entre l'État et la société civile. Que la religion ne soit plus structurellement au même niveau que le pouvoir, mais devienne une association comme d'autres dans la société civile. Et d'ailleurs, John Locke disait même, une religion, une église ou une société de marchands, ce sont deux associations dans la société civile. La deuxième rupture épistémologique, c'est que les convictions profondes des individus ont été désenclavées du statut de citoyen. Comme je le disais au tout début, être un bon citoyen, dans le passé, était être conforme à la religion majoritaire. Alors, l'individu peut tout à fait être d'une religion, n'appartenir à aucune religion, interpréter certains aspects de sa religion de façon plus conservatrice que d'autres de ses co-religionnaires, et ça ne veut pas dire qu'elle est dans la sphère de l'intime, mais qu'elle est ramenée dans la société civile. Et l'État, la laïcité, doit assurer que l'État ne fasse pas immixtion, ne s'ingère pas dans le domaine de la liberté d'expression, de la liberté de conscience et de la liberté de culte, sinon pour protéger les effets néfastes sur autrui, des torts réels à autrui que pourraient occasionner des convictions religieuses. Madame Milot, dans votre livre, vous dites qu'en matière de laïcité, il revient à l'État un rôle contradictoire de protéger contre la double pression à la conformité. Qu'est-ce que ça veut dire? La double pression à la conformité, il y a une pression par rapport à la société globale qui peut être exercée et une pression par rapport au sous-groupe dans lequel un individu est inséré. L'individu adhère librement à une religion. Il n'est pas obligé par l'État d'adhérer à une religion. Mais il y a un certain nombre de normes qu'il doit respecter à l'intérieur de cette religion-là, et il se peut que soit cette communauté particulière ou les leaders religieux fassent des pressions sur la personne en la menaçant soit de l'exclure du groupe si elle ne se conforme pas à certaines pratiques
particulière, qu'elles ne respectent pas certains préceptes, etc. Les religions ou les groupes ont le droit d'exclure des individus, comme un club de philatélie a le droit d'exclure du club quelqu'un qui ne respecte pas les règles. La personne ne perd pas ses droits de citoyen pour autant. Mais pour revenir à la question, il peut s'exercer à l'intérieur d'une communauté des pressions qui rendent l'individu vraiment mal à l'aise et ça peut être le cas, par exemple, des enfants ou de femmes ou de personnes plus vulnérables qu'on va obliger soit à ne pas participer publiquement à certaines activités politiques ou encore à ne pas fréquenter certaines écoles ou ne pas fréquenter certaines d'autres personnes. La frontière que l'État ne doit pas franchir, bien sûr, c'est de réfléchir ou de prendre les bonnes décisions à la place du croyant lui-même, mais il doit quand même veiller à ce que les groupes, quels qu'ils soient, dont font partie les individus, n'exercent pas de violence symbolique ou surtout physique à l'égard de ces personnes-là. Ça, c'est l'une des pressions à la conformité qui peut s'exercer, donc interne à un groupe. Mais, surtout les majorités, par rapport à des individus minoritaires qui ne partagent pas, disons, les conceptions généralement admises dans une société, peut se voir stigmatisé de plusieurs façons par le groupe majoritaire, par les voix médiatiques qu'il possède, par le poids politique qu'il représente. Et l'État n'a pas à écouter la majorité pour ramener l'individu dans le droit chemin des convictions de la majorité, mais il doit, au contraire, l'État est producteur de liberté, il doit veiller à protéger la liberté de conscience d'un individu, le protéger contre cette pression énorme qu'une majorité peut exercer sur un individu qui appartient à un groupe minoritaire ou qui adopte une façon de vivre sa religion qui est différente de celle de la majorité. Madame Milot, quand on lit votre livre, vous présentez la laïcité comme étant la somme de 4 principes, 2 fins et 2 moyens. Alors, les finalités recherchées par l'aménagement politique de la laïcité, c'est essentiellement d'assurer la liberté de conscience des individus. La liberté de conscience, c'est à la fois une conscience qui peut être religieuse, une conscience non religieuse, mais de préserver chez l'individu la liberté de croire et de ne pas croire et de diriger sa vie en conséquence. Il ne suffit pas de proclamer des libertés, il faut être capable de les concrétiser. Les individus qui ne croient pas comme la majorité subissent souvent des discriminations, que ce soit à l'emploi, que ce soit à la participation politique ou civique. L'État doit s'assurer de 2 grandes finalités que sont cette liberté de conscience et la non-discrimination en cette matière. Mais il doit se donner les moyens pour y parvenir. Il faut que l'État se montre neutre à l'égard des différentes conceptions de la vie, que l'État ne s'associe à aucune famille de pensée particulière, aucune autorité religieuse, aucune autorité philosophique ou athée pour déterminer la façon dont il va définir son action, ses normes, ses lois. La neutralité aura une garantie supplémentaire si formellement, structurellement, l'État n'est pas organiquement lié à une religion. C'est ce qu'on appelle la séparation de l'Église et de l'État. Autrement dit, l'État est autonome par rapport aux religions qui, en retour, sont aussi autonomes par rapport à l'État. L'État n'a pas à s'immiscer à l'intérieur des religions pour leur dire comment devrait-il croire, comment devrait-il prescrire à leurs fidèles de porter certains vêtements, de ne pas les porter. Ça ne regarde pas l'État, les préceptes religieux qu'il y a à l'intérieur d'une religion. Et je voudrais signaler que dans un discours social assez dominant, on ramène souvent la laïcité à un seul de ces principes, qui est le dernier, d'ailleurs, que j'ai nommé parce que historiquement, il apparaît le dernier, qui est la séparation. On se dit, au nom de la laïcité, donc de la séparation, nous devons faire ceci, nous devons faire cela. Ça peut devenir une dérive assez dangereuse parce que on l'a connu dans l'histoire, c'est-à-dire par exemple, le communisme a donné lieu à des États qui ont essentialisé la séparation à un point tel
qu'ils ont interdit toute manifestation religieuse et toute liberté de culte dans la société. Alors, on peut appeler ça même un fétichisme, même des moyens. On sait que le Royaume-Uni a fait de la religion anglicane sa religion nationale. Est-ce que le Royaume-Uni peut quand même être considéré comme un État laïque? Alors, oui, d'entrée de jeu. Ce qui est intéressant, il faut d'abord se dire que les 4 principes dont nous avons parlé vont être aménagés dans chaque société par l'histoire, par l'expérience nationale, de manière différente. Ils vont s'agencer de manière différente. Mais le meilleur indicateur pour déceler si un État met en œuvre la laïcité, c'est d'aller vérifier s'il assure les libertés de conscience et de religion et s'il assure l'égalité entre ses citoyens. La Grande-Bretagne est un bon exemple d'un État qui, historiquement, est lié à une religion, l'Église anglicane. Le chef de l'État, la reine, est d'ailleurs le chef de l'Église anglicane. Mais dans ses politiques, dans les lois qu'il élabore, il accorde pleinement liberté de conscience à ses citoyens et ne discrimine pas ses citoyens en fonction de leur religion. Donc, vous pouvez avoir des États, au contraire, qui vont se proclamer laïques, mais qui vont discriminer leurs citoyens en fonction de leur religion. Autrement dit, il va y avoir des religions, vous excuserez l'expression, meilleures ou socialement plus correctes que d'autres. Alors, on sent cette distinction dans un pays qui se dit laïque depuis plusieurs décennies, la France, et qui ne considère pas tous les groupes religieux de la même manière. Certains groupes religieux vont être définis avec une aura de dangerosité, même si, d'un point de vue social, ça n'est pas avéré. Alors donc, il peut y avoir donc des jeux de combinaisons extrêmement différents et ce n'est pas une garantie, l'État laïque n'est pas une garantie que les libertés de conscience et de religion sont vraiment protégées. Dans votre livre, vous faites une affirmation qui est assez tranchante. Vous dites qu'une démocratie est nécessairement laïque. Oui, grosso modo, c'est que la laïcité a émergé, c'est un processus tout d'abord, a émergé en même temps que les démocraties. Parce que l'une des prémices fondamentales de la démocratie, c'est la liberté de ses citoyens et une égalité politique dans les droits civiques des citoyens. Alors, la modernité politique, sous sa forme démocratique, tend à instaurer ces principes-là et les populations, les sociétés tendent précisément vers l'application, non pas formelle, mais réelle de ces finalités. Alors, de dire que toutes les démocraties sont laïques, il faut le comprendre à différents degrés. C'est-à-dire, il n'y a pas de laïcité pure. Un état de laïcité auquel un pays serait parvenu à la laïcité idéale et que désormais les choses seraient réglées une fois pour toutes. Cela n'existe pas. Autant la démocratie peut connaître des ratés ou certains aspects d'une vie démocratique peuvent être moins efficaces que d'autres et donc l'État doit intervenir pour rééquilibrer, que les différentes circonstances sociales, différents événements vont amener les États à se re-questionner. Il en est de même pour la laïcité. Alors, l'État démocratique, parce qu'il inscrit dans ses prémices même, dans son fonctionnement même, l'égalité des citoyens et les grandes libertés de conscience, amorce, qu'il le formule ainsi ou non, amorce le processus de laïcisation. Ensuite, de façon plus ou moins rapide, il va procéder à une distanciation réelle ou une distanciation normative ou constitutionnelle par rapport à une religion. Dans des pays comme la France, où la religion a été longtemps liée au pouvoir politique, il a fallu une cassure brutale pour désenclaver ces deux structures qu'est la religion et l'État. La première loi de séparation a eu lieu en 1905.
Mais l'État, la République a été décrétée laïque uniquement en 1946 dans la Constitution. Aux États-Unis, c'est dès le premier amendement de la Constitution en 1789 que la non-ingérence de l'État par rapport aux religions va être inscrite dans la Constitution. Donc, même si on dit que la France, je ne sais pas, est la mère de la laïcité, ces processus-là se sont opérés plus rapidement, par exemple, dans le Nouveau Monde, notamment aux États-Unis et même au Canada, que dans la plupart des pays européens. Madame Milo, si on parlait maintenant du Canada, le préambule de la Constitution fait référence à la suprématie de Dieu et du droit. Est-ce que cette reconnaissance ou cette référence à Dieu dans la Constitution empêche le Canada d'être un pays laïque? En fait, d'une part, il est important de souligner que cette référence à la suprématie de Dieu dans le préambule de la Constitution est très récente. Elle ne date que de 1982. Alors, auparavant, les constitutions précédentes, depuis 1774 et 1791 et les suivantes, 1867, il n'y avait aucune référence à Dieu. Alors, il y a eu des pressions par des mouvements conservateurs lors du rapatriement de la Constitution en 1982 pour que la suprématie de Dieu soit inscrite dans le préambule. Ceci dit, la suprématie de Dieu est accompagnée d'un autre membre de phrase important, la primauté du droit. Le premier article de cette Constitution, immédiatement après le préambule, c'est que le Canada assure la pleine liberté de conscience et de religion. Ce qui veut dire d'abord, premièrement, que par la première liberté qui est énoncée dans la Charte canadienne, tout individu peut finalement contester et nier le préambule même de la Constitution qui fait référence à Dieu, parce que la liberté de conscience permet d'être athée et de proclamer que Dieu n'existe pas. Mais les juristes se sont allés plus loin et notamment à la Cour fédérale, il y a eu des cas où on a dû se pencher pour examiner la portée de cette affirmation-là. Est-ce qu'elle pouvait avoir une incidence dans la façon d'interpréter la charte, notamment canadienne? Et les analystes en ont conclu que la suprématie de Dieu telle qu'elle est énoncée ne permettrait au Canada que non pas de ne pas être laïque, mais plutôt l'empêcherait de se proclamer un État athée, comme ce fut le cas dans les États communistes. Alors, avec la Constitution telle qu'elle est, il ne peut pas se proclamer athée, l'État canadien. Mais dans toute la jurisprudence canadienne, et ça depuis longtemps, parce que la neutralité, les moyens dont je parlais tout à l'heure de la laïcité, que ce soit la neutralité et la séparation de l'Église et de l'État, ne sont pas formalisés dans le droit. Ils ne sont pas inscrits dans le droit. Cependant, ils ont une présence très forte à l'intérieur de l'interprétation du droit. Les juges ont toujours fait découler l'obligation pour l'État d'être neutre et qu'il n'y ait pas de religion d'État. Et d'ailleurs, un jugement qui date de 1955, le juge Taschereau, dans un cas qui impliquait des témoins de Jéhovah, avait affirmé « Dans notre pays, il n'y a pas de religion d'État ». Et l'introduction en 1982, donc, de la suprématie de Dieu, elle peut agacer certaines personnes qui ne sont pas croyantes ou qui sont d'autres religions. Il peut y avoir un agacement, mais il n'y a pas de portée normative réelle dans l'interprétation du droit. Ici, on vous posait une question peut-être par rapport à l'ambition fondamentale de votre livre que vous avez écrit avec Jean Bobéro. C'est un livre qui va être publié en France, mais qui va être aussi disponible au Québec. Le but de votre livre, est-ce que c'était de contredire de front l'idée selon laquelle la France est le seul pays véritablement laïque dans le monde? En fait, c'est certainement l'une des confusions que nous avons voulu lever. D'abord, que la France est laïque et qu'il n'y a pas vraiment d'autres pays laïques dans le monde. Il est vrai que la France a inscrit assez tardivement la laïcité dans sa Constitution. Premièrement, il faut préciser qu'il n'y a aucune définition juridique de la laïcité en France. Ce n'est qu'une qualité de la République. La République est laïque.
Il y a quelques autres pays qui ont inscrit la laïcité dans leur constitution, la Turquie, l'Uruguay, le Mexique, qui sont laïques. Mais le fait d'inscrire dans une constitution qu'un pays est laïque, ce n'est pas suffisant pour qu'un pays soit laïque. Il peut être ce qu'on appelle des laïcités de fait ou des États qui sont déjà séparés et fonctionnent avec les principes de laïcité. Mais effectivement, il y a une confusion qui persiste que la laïcité, c'est une exception française. Or, c'est à l'intérieur même de la laïcité française, on veut montrer avec ce livre-là, ce n'est pas la seule confusion qu'on veut lever, mais d'une part qu'il n'y a pas que la France qui est laïque, mais que même la laïcité française a des dysfonctionnements. Alors, l'État adopte des politiques ou des règlements qui vont à l'encontre des principes fondamentaux de la laïcité. D'autre part, on veut aussi lever des confusions quant à des pays qui ne sont pas officiellement, formellement ou constitutionnellement laïques, comme c'est le cas du Canada, où on pourrait parler du Québec en tant que province ayant un État autonome. Et la laïcité, dans ses principes, est à l'œuvre. Alors, il ne faut pas non plus, et c'est quelque chose sur lequel nous appuyons beaucoup, bien sûr comme analyste, on peut utiliser un concept comme celui de la laïcité et examiner dans différents pays comment les 4 principes s'articulent et permettent de modéliser la laïcité de différentes façons, même si la laïcité n'est pas dans l'usage social. Autrement dit, là, on a une distance par rapport à, je dirais, au discours social. Un livre qui se veut analytique n'emploie pas nécessairement les mêmes termes que les acteurs sociaux utilisent. Donc, c'est pour cette raison que nous utilisons le terme de laïcité. On définit différentes modalités possibles de laïcité, mais avec des invariants qui sont les principes mêmes, et ce sont les principes que nous examinons à l'intérieur de différents pays. On peut dire que le thème de la laïcité est assez populaire au Québec depuis 4 ou 5 ans, depuis la commission Bouchard-Taylor. Dans leur rapport, Gérard Bouchard et Charles Taylor mettent de l'avant un concept. C'est le concept de la laïcité ouverte. En fait, le terme laïcité, et vous venez de le signaler à juste titre, est entré dans l'usage social assez récemment, il y a environ 5 ou 6 ans, notamment à peu près en 2005, à l'occasion de circonstances, d'événements très particuliers dont on pourra reparler. Mais au moment où la commission Bouchard-Taylor s'est mise en place, on le sait, elle a été constituée dans un moment préélectoral. Cela dit, dans ce rapport, il y a une élaboration sur ce qu'est un État laïque et quel type de laïcité l'État québécois doit-il ou applique-t-il déjà. Donc, ils ont qualifié la laïcité d'ouverte, une laïcité ouverte. Ce terme-là, où le retrouve-t-on? Où prend-il sa source? En fait, eux-mêmes font référence à un autre rapport, au rapport d'un autre groupe de travail dans lequel j'avais été impliquée, qui était le groupe de travail sur la place de la religion à l'école, qui s'est penché sur la laïcisation scolaire de 1997 à 1999 et qui avait recommandé la laïcisation du système scolaire. À ce moment-là, à la fin des années 90, à peu près personne, sauf le mouvement laïque québécois, n'utilisait le mot laïcité. Ni dans l'usage politique, ni dans l'usage social, le terme laïcité n'était utilisé. Il était le plus généralement associé à la France, mais à une certaine France, c'est-à-dire la France du début du 20e siècle qui, avant la loi de séparation de 1905, avait même voté des lois, l'Assemblée nationale avait voté des lois anticongrégationnistes, c'est-à-dire qui étaient ouvertement hostiles aux religions. Comme ce spectre, ce fantôme d'une laïcité française associée à l'hostilité à l'égard des religions était présente tant chez les personnes qui étaient favorables à une laïcisation du système scolaire que chez ses opposants,
il a fallu associer la laïcité à un qualificatif pour donner un signal que ce n'était pas cette forme, disons, radicale ou stricte qui était en grande partie imaginaire, mais de laïcité que nous proposions pour le système scolaire québécois. Nous avons intentionnellement qualifié la laïcité d'ouverte, mais c'est comme la rétraction d'une phrase qui voulait dire la laïcité qui ne se ferme pas aux faits religieux, une laïcité qui respecte ses propres finalités, en fait, qui est celle de donner plein droit à la liberté de conscience et à l'égalité. Donc, effectivement, ça pourrait paraître une redondance de dire une laïcité ouverte, mais c'était un terme qui était stratégique à l'époque. On l'a donc retrouvé quelques années plus tard dans le rapport Bouchard-Taylor, qui fait objet de débats présentement dans la société québécoise où on dit mais une laïcité n'a pas à être ouverte ou fermée, une laïcité c'est de la laïcité, mais la plupart des gens qui sont hostiles au terme même d'ouverte, en fait sont généralement hostiles à la religion. Et ils considèrent que la laïcité est un dispositif qui permet de faire disparaître les traces ou les signes de religion de la sphère publique et même de l'espace public. Donc, il y a des malentendus autour du terme laïcité qui amènent à devoir le qualifier pour être capable de dire nous ne sommes pas ceci, nous ne sommes pas cela, c'est cela que nous voulons, que nous ne voulons pas. Mais il y a le terme ouverte associé à la laïcité et le signe qu'il y a mésentente et qu'il y a confusion autour de ce qu'est la laïcité. Est-ce que l'étymologie du mot laïcité peut aider à comprendre le sens de la laïcité? Oui, en bonne partie. Il n'y a pas une seule étymologie. La plus ancienne est sans doute la racine grecque laos, qui désignait en fait le peuple, donc l'ensemble de la population, et qui n'était pas lié à une autorité religieuse quelconque. On a utilisé le plus souvent dans la mémoire, en tout cas surtout des pays chrétiens et catholiques tout particulièrement, la laïcité a plutôt une racine qui vient du laïca, le laïc, par rapport au clerc, le prêtre, l'évêque. Donc, il y avait dans la chrétienté catholique des personnes qui avaient une fonction cléricale et ceux qui n'en avaient pas, qui étaient les laïcs. Donc, très souvent, c'est source d'une autre confusion, et laïcité, ce qui n'est pas religieux, à cause de cette racine latine qui était le laïc par rapport au clerc. Je pense que la racine étymologique du laos, du peuple, est plus intéressante pour comprendre la laïcité comme étant un aménagement que le politique doit veiller à assurer pour qu'il y ait des relations pacifiques à l'intérieur d'une population qui ne partagent pas tous les mêmes convictions du monde, alors qu'ils peuvent partager les mêmes valeurs. Ce n'est pas parce que nous ne faisons pas partie de la même religion que le peuple, le Laos, ne partage pas les mêmes valeurs, comme par exemple la démocratie. Si on mettait la laïcité à l'épreuve, il y a des groupes de gens qui vouent un culte à un monstre de spaghettis volant qui aurait créé l'univers en 6 journées, sans oublier aussi le culte envers la licorne rose invisible. Est-ce que la laïcité doit permettre des croyances aussi ridicules? Les opinions des individus, aussi absurdes soient-elles, ne sont pas l'affaire de l'État. Dans la mesure où, encore une fois, il y a 2 balises, qu'elles ne font pas de tort réel à autrui et qu'elles ne troublent pas la paix sociale ou l'ordre social. Déjà, je faisais référence à John Locke. John Locke, qui était bien sûr non catholique, qui était protestant. Les protestants, on sait que les protestants ne croient pas à la transsubstantiation. Chez les catholiques, on pense que le pain et le vin se transforment en corps et le sang du Christ lorsqu'ils sont sanctifiés par le prêtre.
John Locke disait déjà au XVIIe siècle, tout individu peut croire à des croyances absurdes, mais ce n'est pas l'affaire de l'État de lui dire que sa croyance est bonne ou qu'elle n'est pas bonne. Il a le droit de croire à ce qu'il veut et c'est cette rupture épistémologique qui est fondamentale dans la modernité, c'est nous avons le droit de croire ou de penser ou d'avoir des opinions qui sont absurdes peut-être aux yeux de quelqu'un d'autre et qui ne le sont pas à nos propres yeux. Et donc, l'État n'a pas à s'immiscer dans ces croyances absurdes. Et la laïcité, la neutralité notamment de l'État, c'est une restriction que l'État s'impose à lui-même, justement pour ne pas être tenté de définir quelles sont les croyances socialement correctes, politiquement correctes, socialement acceptables. Alors, mais il doit intervenir si, à l'intérieur de ces groupes, nous parlions de pression à la conformité tout à l'heure, ce qui est interdit dans la société par le droit criminel ou le droit civil doit être interdit aussi à l'intérieur de tout groupe religieux, aussi farfelu semble-t-il aux yeux de quelqu'un. Par exemple, la mutilation est inacceptable et quelque chose que l'État n'accepte pas dans ses lois. Il ne peut pas accepter qu'un groupe religieux ou un groupe de croyances quelconque justifie la mutilation ou le sacrifice des enfants à l'intérieur de ces normes religieuses. Ce qui n'est pas permis dans la société n'a pas à être permis, je ne parle pas du permis du socialement acceptable, mais permis par les lois, ne doit pas être permis non plus dans les groupes. Mais oui, on peut croire à la licorne rose invisible et l'État n'a rien à dire parce qu'il n'a pas de compétences théologiques pour dire ce qui est bien de croire ou de comment se comporter quand on est musulman ou chrétien que si on est membre de l'association qui croit à la licorne rose. Madame Milot, fondamentalement, est-ce qu'on peut dire que la laïcité repose sur les droits? Droits individuels et droits collectifs aussi dans une certaine mesure. C'est-à-dire, non pas tous les droits, parce que dans les droits de l'homme, il y a le droit, il y a plusieurs droits, le droit à l'éducation, le droit... mais la laïcité concerne davantage la question de la liberté de conscience et de l'égalité entre les citoyens et aussi de l'égalité entre les hommes et les femmes. Alors oui, elle repose essentiellement à la fois sur des libertés individuelles, mais aussi sur des libertés collectives qui sont notamment les libertés de culte. Parce que généralement, le culte n'est pas une activité que l'on fait individuellement. C'est une activité que l'on fait en groupe. Alors, notamment aller à l'église, aller à la synagogue, avoir des fêtes religieuses qu'on fête collectivement, ça fait partie de la liberté de culte. C'est à l'intérieur de la société civile et l'État laïque doit permettre cette liberté qui s'exprime. Chacun croit individuellement, mais on croit aussi avec d'autres que la liberté de culte soit protégée et assurée dans une société de droit, dans un État de droit. Depuis 2006 est survenue une crise des accommodements raisonnables. Est-ce qu'une charte de la laïcité au Québec changerait profondément l'état de la situation? Ceux et celles qui la réclament espèrent un changement de situation, mais il y a encore là beaucoup de confusion et il y a des confusions qui m'apparaissent dangereuses. D'abord, celle de lier l'identité nationale à la laïcité m'apparaît erronée à la fois d'un point de vue politique, d'un point de vue éthique et d'un point de vue juridique. L'identité nationale d'un peuple ne se définit pas en déterminant quelles sont les libertés de conscience et d'expression qui seront acceptées, qui ne seront pas acceptées en matière de religion dans une société sécularisée. Ce n'est plus l'affaire de l'État de prescrire à ses citoyens comment croire et comment ne pas croire. Présentement, dans le débat social, la charte de la laïcité ou la loi sur la laïcité qui est demandée, si on étudie bien l'argumentation quand elle est présentée, ce n'est pas d'assurer les finalités de la laïcité qui ne le seraient pas au Québec,
alors qu'elles le sont très fortement parce que nous avons une charte depuis 1975 qui a même été adoptée avant celle du Canada, et c'est le politique qui a adopté cette charte-là, ce ne sont pas des juges qui l'ont adoptée. Les finalités de la laïcité sont fortement assurées et les moyens sont manifestement là. L'État québécois n'est lié à aucune religion en particulier. Ce n'est pas parce qu'il accepte qu'une femme porte un voile sur la tête qu'il change soudainement toute sa politique, ses lois, son système juridique. Et il est neutre parce qu'il traite, grosso modo, en général, on peut trouver des problèmes, il y a toujours des dysfonctionnements, mais il traite ses citoyens en toute égalité. Tout le monde, quelle que soit l'adhésion ou la non-adhésion à une religion particulière, a les mêmes droits civiques. Alors, la laïcité, dans son fonctionnement, est instaurée au Québec. Ceux qui demandent une charte de la laïcité, ce n'est pas de la laïcité qu'ils demandent, ils demandent une interdiction de la manifestation de son appartenance religieuse dans la sphère publique. Je serais apporté à dire, ayez le courage, si vous voulez interdire les signes religieux, n'instrumentalisez pas la laïcité, dont ce n'est pas le rôle d'interdire des signes religieux chez des individus qui circulent dans les institutions de l'État. Alors, on est en pleine confusion et s'ajoute à cela un désir dans l'argumentation, que des signes religieux manifesteraient des croyances passéistes, archaïques, patriarcales. Et on évoque très facilement, regardez ce qui se passe en Afghanistan. On fait des transpositions qui n'ont aucun sens. On donne des exemples d'États totalitaires ou d'États qui sont en guerre civile et dit voilà ce qui se passe ailleurs, les femmes n'ont pas le choix ici. Donc, enlevons le choix, par exemple, aux femmes de porter un signe religieux parce qu'elles veulent porter un signe religieux. Ce qui est en train de se produire, on veut instaurer une laïcité qui serait un instrument pour séculariser la vie des gens. Nous n'acceptons pas, pas moi, nous n'accepterions pas que quelqu'un, dans une société sécularisée, ait un rapport de plus grande proximité avec certains préceptes de sa religion que d'autres de ses co-religionnaires. Alors, il y a toujours danger, et il y a toujours eu danger, que la laïcité, et ça a été le cas en France, que la laïcité devienne une sorte de religion civile. C'est-à-dire qu'elle impose de nouveaux dogmes, et l'un des dogmes qui semble avoir bonne presse au Québec pour une partie de la population et de certains politiciens, c'est l'indifférence en matière de religion. Il faudrait faire semblant publiquement que nous sommes indifférents à l'égard de la religion. Et c'est ce que, pour reciter John Locke encore une fois, appelait l'obligation d'hypocrisie. Comme ça, on forçait les gens à être hypocrites. Vous êtes musulman, vous êtes juif, vous êtes catholique, faites comme si vous ne l'étiez pas. Or, la sécularisation n'oblige pas la distance par rapport à la religion, elle permet ce jeu de proximité et les personnes vont dire de façon un peu populaire « j'en prends et j'en laisse tomber ». Donc, il y a présentement un mélange dans l'instrumentalisation de la laïcité, dans ce qu'on recherche avec la Charte de la laïcité, qui, à mon avis, est quelque chose d'autre et qui n'est pas de nature à permettre que s'instaure vraiment une confiance entre des citoyens qui n'appartiennent pas au même groupe religieux ou qui sont athées, mais qui veulent tous participer à la vie politique et à la vie sociale au Québec. Vous avez écrit « Laïcité sans frontières » en compagnie de Jean Bobéro, qui est un intellectuel français très connu en matière de laïcité. Il l'a écrit avec vous, québécoise. Quelle est l'originalité de ce livre à quatre mains?
Alors, l'intérêt, c'est que et Jean Bobéro, qui est un grand spécialiste de la laïcité française, mais aussi qui est très critique par rapport à la laïcité française et connaît passablement bien le Québec. Moi, ça fait une dizaine d'années que j'écris sur la laïcité, notamment au Québec, au Canada, et je connais assez bien le contexte français pour y séjourner souvent. Le fait d'écrire à quatre mains a permis, je pense, un regard mutuel et une critique mutuelle de certains impensés. Quand on est à l'intérieur d'un contexte social, historique particulier, on voit les choses d'une certaine façon et malgré la distance qu'on essaie d'avoir comme sociologue ou comme analyste, on reste quand même à l'intérieur des paradigmes de notre culture et il y a des angles morts. Quelqu'un qui est à l'extérieur de ce contexte-là nous permet de revenir de façon critique sur notre propre lecture de la réalité et parfois justement de prendre en considération des points que nous n'avions pas considérés dans notre analyse. Et Jean et moi, on a eu donc un dialogue continu pour à la fois que je puisse critiquer l'approche de la laïcité française et en retour aussi la construction analytique qu'on peut faire de la laïcité québécoise. Donc, l'originalité de ce livre-là, c'est de pouvoir lever un certain nombre de confusions et le faire non seulement à quatre mains, mais à deux voix, ce qui permet de dire, oui, mais on peut être dans des contextes extrêmement différents et voir des problèmes identiques dans des sociétés qui sont pourtant extrêmement différentes dans leur construction nationale. Et Jean Bobéro, c'est un spécialiste français de la laïcité. Comment voit-il la laïcité de la France? Jean considère que, on parlait tout à l'heure de laïcité ouverte pour le Québec comme stratégie, il considère que la laïcité française, qui est entrée davantage dans l'usage social d'ailleurs, à peu près dans des circonstances semblables à celles du Québec, c'est-à-dire quand des manifestations visibles de l'appartenance religieuse, notamment des musulmans, est devenue relativement plus visible en France, c'est-à-dire à partir de 1989. Et il s'est aperçu que le discours laïque militant, l'usage social et même politique de la laïcité tendait à devenir dogmatique, c'est-à-dire non plus l'aménagement des libertés, mais l'obligation de la conformité sociale à la majorité. Donc, comme je l'ai déjà souligné, une laïcité qui devient une matrice de religion civile emprunte les mêmes mécanismes qu'une religion dominante pour appeler à la conformité. Alors, mon collègue Jean est très critique de cette approche et voyait, il y a quelques années, le Québec comme une société où un État laïque permettait justement de ne pas imposer à des citoyens une conformité sociale par la voie des accommodements raisonnables, et d'où la surprise de ce raidissement depuis 2 ou 3 ans au Québec contre les accommodements raisonnables qui, faut-il le rappeler, ne concernent que quelques centaines de personnes. Parce qu'il faut peut-être rappeler que nous ne sommes pas sous l'envahissement d'autres religions. Les religions non chrétiennes représentent moins de 5% au Québec, et parmi ce petit nombre, il y a moins de 20% qu'on peut désigner comme des pratiquants. Donc, il y a un écart énorme entre le discours alarmiste, autant en France qu'au Québec, sur la laïcité qui serait nécessaire pour rendre invisible le plus possible les manifestations d'appartenance religieuse, et la réalité quantitative et sociologique sur le terrain. Le voile, vous ne me ferez pas croire que c'est autre chose que la soumission de la femme. Qu'est-ce que tu veux dire à la fille qui est ingénieure, qui gagne 300 000 par année, qui a un foulard sur la tête, puis qui dit « Hey, je suis pas mal libre, j'ai des tailleurs Chanel, puis je fais bien ce que je veux dans ma vie. » Monsieur Anctil, merci d'être à nouveau avec nous cette saison pour parler d'un autre de vos livres, Trajectoire juive au Québec, publié aux presses de l'Université Laval. Quand on fait l'exercice de penser ou de réfléchir à l'histoire des relations entre les Juifs et les non-Juifs au Québec, on ne peut pas s'empêcher de
d'imaginer la chose comme soit une relation d'ignorance mutuelle des deux communautés ou comme une relation d'antisémitisme de l'une vers l'autre. Est-ce que les relations se résument à ça? C'est exactement la raison pour laquelle j'ai voulu changer le paradigme. Je pense qu'on peut voir les choses autrement. En fait, ce que j'ai voulu, c'est montrer comment certaines trajectoires juives au Québec ont eu un sens en tant que trajectoire juive, en dehors de tout rapport avec nécessairement le Canada français. Donc, j'ai voulu voir comment d'une logique juive, c'est-à-dire d'une logique venant d'une trajectoire culturelle et historique complètement autre, on arrive à une interprétation du Québec qui est différente et à une insertion dans le tissu social et économique et culturel montréalais, radicalement différente dans certains cas. Petite question rapide, M. Anctil. La présence juive au Québec, ça commence quand? Bon, on fête là, cet été 250 ans de présence juive au Québec. C'est l'arrivée de Aaron Hart à Trois-Rivières, qui est un juif britannique qui accompagne Amherst quand il entre à Montréal. C'est un vivandier, c'est quelqu'un qui ravitaille l'armée. Il s'installe et c'est ça qui est significatif. Il va chercher une épouse juive en Angleterre et il éduque ses enfants ici, au Québec, en tant que juif. Il leur donne une éducation juive et il leur trouve des épouses juives. Et donc là, on est dans un contexte vraiment d'enracinement d'une présence qui est profonde, puisque lui, Hart est orthodoxe. Mais pendant plusieurs décennies, en fait, jusqu'au début du 20e siècle, il s'agit d'une présence très minime, moins de 1000 personnes au moment de la Confédération dans tout le Canada. C'est avec la grande migration juive du début du 20e siècle, la grande migration est-européenne, que tout change. Ces Juifs britanniques, ils étaient facilement admis dans les grands milieux du pouvoir. Ils pouvaient enseigner à McGill, ils pouvaient maintenir des affaires ici à Montréal. Mais quand arrivent les Juifs qui parlent yiddish, qui sont pauvres, qui viennent d'un autre univers, ils viennent de l'Empire russe, là, il y a une visibilité, là, il y a une question qui se pose. Comment on va réagir à l'arrivée d'un groupe qui n'est ni catholique ni protestant, qui n'est pas chrétien, qui n'appartient pas à l'Empire britannique, qui se définit comme un groupe progressif, puisqu'ils viennent d'une société où la Révolution se passe. Et là, les écoles, entre autres publiques, catholiques et protestantes, le milieu intellectuel québécois, l'Église, tout le monde va devoir prendre une position. Et c'est ça qui est intéressant de voir, c'est la position qui est prise, qui varie souvent d'un individu à l'autre, d'un milieu à l'autre, et comment, pour la première fois, la présence d'une tierce communauté bouleverse les notions acquises, connues du nationalisme québécois. Dans plusieurs communautés ou dans plusieurs pays, on retrouve souvent une forme d'art prédominante. Est-ce que dans le cas des Juifs de Montréal, on pourrait dire que la littérature a occupé cette place prédominante en art? C'est clair que, bon, il y a de grands écrivains yiddish qui sont apparus dès le début du 20e siècle. Le premier recueil de poésie en yiddish à Montréal, c'est 1918. Ces écrivains yiddish qui sont au nombre d'une vingtaine ici, c'est quand même assez étonnant, deviennent à la génération suivante des écrivains anglophones. On pense à A.M. Klein, Mordecai Richler, ensuite bientôt Leonard Cohen, et ils vont occuper une place très intéressante dans la littérature canadienne, mais en langue anglaise. Ils sont montréalais, ils sont ici, mais ils écrivent dans une langue qui n'est pas facile à lire pour les francophones. Mais il y a beaucoup d'autres secteurs où les Juifs vont s'illustrer, entre autres la musique, les arts de la scène, l'architecture et plus généralement le milieu intellectuel, le milieu qui produit une réflexion sur notre société. La difficulté, évidemment, c'est souvent que ce n'est pas en français et que c'est d'un point de vue que les francophones ne comprennent pas. Il y a une filiation, il y a une appartenance historique particulière des personnes d'origine juive qui n'est pas celle des anglo-protestants. Il y a une longue diaspora, il y a une longue conscience de l'existence du judaïsme et de la façon de l'incarner. Ce qu'on voit apparaître, par contre, qui est très intéressant, c'est une identité juive, montréalaise, unique, particulière, qui ne se rencontre nulle part ailleurs. Et ça, c'est le produit de la rencontre entre cette tradition et notre société. Et petite question socio-démographique, la présence juive au Québec, c'est essentiellement yiddish ou c'est plus varié?
Bien, pendant 50 ans, le yiddish a été la troisième langue à Montréal, après le français et l'anglais pour la première partie du 20e siècle. Mais à mesure qu'on avance dans le 20e siècle, il vient des immigrants séfarades qui parlent français ou qui sont d'origine de pays arabes. Il vient des immigrants qui sont israéliens, argentins, français, américains. Et le judaïsme se diversifie à partir de la deuxième moitié d'une manière étonnante, à tel point qu'aujourd'hui, on peut parler de plusieurs communautés, en plus sur le plan religieux aussi, qui va de l'orthodoxie jusqu'au libéralisme. Il y a vraiment plusieurs façons d'être juif. Et il y a plusieurs langues qui sont porteuses du judaïsme et plusieurs cultures. Dans votre livre, en fait, c'est la collection de plusieurs articles que vous avez publiés depuis plusieurs années. Vous parlez des relations entre René Lévesque et la communauté juive du Québec. Ça ressemblait à quoi, ces relations? René Lévesque est un personnage fascinant sur ce plan-là parce qu'il est à Dakar en 45, en avril 45, quand les Américains libèrent le camp de concentration. Et il est témoin oculaire à 24 ans de ce que l'Holocauste a pu représenter. Quand il revient à Montréal, les Juifs savent que René Lévesque a une sensibilité face à la persécution juive, face à ce qui est arrivé en Europe. Et l'autre élément déterminant, c'est qu'en 1948, quand l'État d'Israël apparaît, René Lévesque considère, comme beaucoup de gens de gauche à l'époque, que c'est prometteur sur le plan du nationalisme, et ça pourrait être un modèle pour le futur État québécois. Et il va dire systématiquement devant des auditoires juifs qui croient en l'État d'Israël et que pour lui, c'est une projection intéressante. Il ne dira pas ça en français. C'est un rapport qui va rester extrêmement intense et qui est porté par les témoignages juifs qu'on a aujourd'hui. Monsieur Anctil, c'est très intéressant, mais c'est l'entrevue de fin d'émission, donc vous étiez avec nous aujourd'hui, une seconde fois, pour parler de votre livre « Trajectoire juive au Québec », publié aux presses de l'Université Laval. Le magazine Spirale est fier de contribuer à la diffusion de la recherche en commanditant cette émission.